Bonsoir mesdames, messieurs et bonjour à ceux qui auront l'occasion de nous suivre en rediffusion. Très heureuse de vous savoir très nombreux en train de nous suivre, mesdames, messieurs, l'émission spéciale actualité, l'actualité qui reste dominée, vous le savez, par l'attente de la nomination du prochain Premier ministre, ce Premier ministre qui doit surgir du rassemblement selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Joseph Kabila persiste, 3 noms ou rien, mais aussi d'abord la nomination du président du Conseil de sages, justement, qui sera là pour coordonner le comité national de suivi de l'application de l'accord. L'actualité reste dominée aussi par la possibilité d'organiser les élections en 2017 selon le même accord de la Saint-Sylvestre. Et pourtant, la réalité est en train de nous prouver le contraire. Apparemment, nous allons aller dans la logique de l'accord de l'OUA qui a prescrit que les élections se tiendront en 2018. Mesdames, messieurs, l'actualité reste dominée aussi par la situation économique et sociale en République démocratique du Congo, avec les hésitations sur l'augmentation du prix de carburant. Vous le savez, mesdames, messieurs, l'actualité finalement reste dominée par la situation sécuritaire. Ces différentes questions seront abordées au cours de cette émission avec un invité de marque. Il s'agit de Fidel Babala. Il est député national et secrétaire général adjoint au MLC. Monsieur Babala, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir madame. Je profite de l'occasion pour adresser à tous les compatriotes mes souhaits et mes vœux pour l'année qui commence, en espérant que cette année sera moins pire que l'année passée, où nous avons connu énormément de problèmes. Mais bon, j'aimerais aussi adresser particulièrement à mes électeurs de la Tchangou mes vœux de santé, de prospérité et surtout de sécurité. Alors, Fidel Babala, vous savez, autant que tant d'autres, le pays a été frappé par la disparition de cette icône de la politique congolaise, Étienne Tshisekedi, qui a été l'un des principaux challengers de Joseph Kabila, si pas les seuls, depuis justement le départ de votre président, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba. Que faut-il retenir d'Étienne Tshisekedi, selon vous? Merci madame. Le pays vient de perdre un grand monsieur qui a consacré toute sa vie à lutter pour l'intérêt général. Au-delà de la perte physique qu'occasionne la disparition du président Tshisekedi, il y a son idée l'idée qu'il a défendue toute sa vie, celle de servir l'intérêt général et de défendre la démocratie. C'est lui qui a pu rendre possible et même concret l'idée d'une opposition politique dans ces pays. Je souhaiterais que son combat puisse être poursuivi par ses héritiers politiques. Je souhaiterais aussi qu'on puisse réserver un hommage digne de la dimension, de l'envergure de ces messieurs. Et les hésitations actuelles me désolent sérieusement. On ne peut pas comprendre qu'un monsieur pareil, son corps, sa dépouille mortelle, puisse rester en dehors du pays aussi longtemps. Je souhaiterais rapidement, quels que soient les blocages, quels que soient les obstacles, que le pays puisse lui rendre un hommage mérité. On va y arriver. Enfin à paix. On va y arriver, Fidel Babala. Je disais, Étienne Tshisekedi, l'un des principaux challengers. Il y en avait deux, Jean-Pierre Bemba et Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, qui ont été écartés de la course politique. Étienne Tshisekedi par la mort, Jean-Pierre Bemba qui se retrouve en prison. Aujourd'hui, pensez-vous que Joseph Kabila se trouve en position confortable? Non, je ne dirais pas. Vous savez, on ne peut pas construire quelque chose sur le malheur des uns et des autres. Aujourd'hui, nous pleurons la disparition du président Tshisekedi, mais qu'est-ce que cela ajoute comme plus-value au président de la République? Rien de plus. D'une manière mécanique, son temps est passé. Il a atteint son niveau de compétence. Il doit pouvoir partir mécaniquement, c'est-à-dire par la force de la Constitution. Joseph Kabila est arrivé à la fin. Son mandat n'existait plus. Ce n'est qu'un arrangement politique qui a fait qu'aujourd'hui on puisse aller à la Cinco pour discuter de la suite. L'objectif étant clairement d'avoir au niveau du pays une alternance démocratique et pacifique. C'est ça l'objectif. Un arrangement politique appuyé par l'article 70. Est-ce que nous pouvons encore parler de constitution si le chef de l'État, qui n'a pas été capable de respecter, d'observer sa propre constitution, pourra-t-il observer
un papier qui sera issu de la Synco. J'ai quelques doutes. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut mettre en place le Conseil national de suivi de l'accord avec l'appui extérieur pour être certain que cette fois-ci, nous allons observer ce qui aura été convenu entre parties. J'ai quelques hésitations et quelques appréhensions, tout simplement parce que quelqu'un qui ne respecte pas la constitution de son propre pays, que lui-même a promulgué, que lui-même a juré devant la nation et Dieu, de pouvoir observer, de faire observer, il ne l'a pas respecté. Et en vertu de quoi il respecterait un accord, soit de l'Union africaine ou de la Synco? Il faudra l'y contraindre. Contrairement à votre discours, il a toujours dit qu'il a toujours respecté la Constitution. Il ne va jamais la violer. Fidel Babala, ce qui est arrivé, ce sont des contraintes naturelles, budgétaires, etc., qui a fait en sorte qu'il puisse être encore là en dépit de la non-organisation des élections. Madame, en temps normal et dans un autre pays, on vous accorderait les bénéfices de la bonne foi et de la confiance. Dire que le président de la République, il a toujours dit, mais entre les actes et la parole, il y a une marge. Le chef de l'État a toujours dit qu'il respectait la Constitution. Pourquoi on n'a pas organisé les élections directes depuis 2011? Des contraintes sont apparues de manière subite? Ou bien c'était prévisible? Depuis 2011, au sortir des élections, qui ne savait pas qu'on devrait organiser les cycles des élections? Les élections qui ont été prévues en 2015, les élections municipales, provinciales, pourquoi ça n'a pas été organisé? Pourtant, tout le monde, la CENI avait appelé au dépôt des candidatures. Il y a eu même des contentieux électoraux. Pourquoi on n'est pas allé? Tout simplement parce qu'il y avait une volonté délibérée de la part du pouvoir de pouvoir bloquer. Je vous rappelle que le Parlement avait voté des dotations depuis 2012, parce que les élections ont eu en 2011, pour mettre annuellement l'équivalent de 250 millions de dollars. Où est parti cet argent? Question mark. Mais on sait qu'il y a de l'argent au Panama, l'argent de ces pays. Il y a le journal Le Soir qui a parlé de la BGFI. Il y a un monsieur ou une dame prélevé sur l'argent de la CNI. Alors, de quoi parlons-nous? Dans un pays normal, c'est différents dossiers ont été... Excusez-moi, madame, je termine. Dans un pays normal, depuis que le président Kabila est président de cette république, quel est le ministre qui a été arrêté pour détournement des biens sociaux ou des biens publics? On a parlé pendant longtemps de FPI. M. Mbengue circule. La gestion au niveau de la CENI, on y reviendra. Même au niveau du gouvernement, vous voyez les immeubles fleurir dans cette ville, même à l'intérieur du pays. On a montré dans les réseaux sociaux le complexe Matata. Il a hérité de son père pour avoir ça, ou bien c'est l'argent de la République? Pourquoi on n'arrête pas les gens dans cette République? Si on doit arrêter, on arrête des opposants qui manifestent ou qui ont des relations incestueuses ou illégitimes au niveau des hôtels. C'est ça le rôle de la justice dans ce pays. On va y arriver, Fidel Babala. Je dois préciser, je dois rappeler aux téléspectateurs qu'une grande partie de cette émission sera consacrée aux questions électorales, puisqu'on a commencé justement à parler déjà des élections. Fidel Babala, quelle est la racine du problème aujourd'hui, Fidel Babala? Est-ce seulement le manque de volonté politique ou la responsabilité reste partagée même au niveau de l'autorité budgétaire qui devait publier des lois? Ces lois ont pris du temps justement pour être adoptées. Ces lois ont créé des problèmes en janvier 2015. Vous allez vous rappeler, c'est quoi la racine du problème pour qu'on en arrive là? D'abord, la racine du problème, madame, je vais faire bref pour que ce soit compréhensible par toutes les personnes qui suivront. La racine du problème, c'est l'absence d'intériorisation par le chef de l'État du fait qu'il était à son second et dernier mandat. Il n'a jamais admis le fait que son pouvoir devait s'arrêter en 2016. On a créé, si vous vous rappelez, l'ONIP, en faisant les links entre l'enrôlement et les recensements, alors qu'il est de notoriété publique, même universelle, qu'il n'y a aucun lien entre l'enrôlement et les recensements. Les recensements concernent non seulement les nationaux, mais les étrangers qui habitent dans un territoire donné. L'enrôlement dans notre pays, d'après la Constitution... Pas nécessairement. Le recensement, pas nécessairement. C'est seulement pour les étrangers, êtes-vous sûr, monsieur? Non, y compris les étrangers qui habitent... Y compris les étrangers qui habitent sur notre territoire. Donc ça établit même les enfants, les nouveau-nés,
ça identifie les nouveau-nés, les recensements. Or, l'enrôlement, il faut avoir 18 ans révolus. Ce sont des électeurs. Il y a deux choses différentes. C'est ce qui s'est passé. Le pouvoir en place a voulu faire un forcing en changeant la loi électorale pour conditionner les élections, l'enrôlement par les recensements. C'est ce qui a conduit les désordres en janvier 2015. Vous vous rappelez? Et il y a eu un certain nombre de décès. La racine commence déjà en 2011. La racine du problème commence en 2011 quand on change le mode d'élection, de scrutin, de 2 tours pour la présidentielle, de 2 tours en un seul tour. Or, le 2 tours permettait de pouvoir faire en même temps les élections de députés provinciaux. Quand est-ce qu'on le ferait? C'est ce qui a conduit à ces désordres. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui a empêché qu'on puisse faire des élections présidentielles dont la circonscription est unique, c'est tous les pays. On n'a pas besoin de faire de découpage électoral, d'avoir des sièges, c'est tous les pays. Pourquoi on ne l'a pas fait? J'entends parler des référendums. Mon Dieu, les gens sont tombés sur la tête. Si on est incapable de pouvoir faire des élections, organiser des élections présidentielles, comment on ferait les référendums qui supposent aussi des cartes d'électeurs, qui supposent des listes électorales? Comment on les fait? Je crois que les gens sont en train de rêver, mais l'objectif demeure de pouvoir faire une alternance démocratique. C'est ce qui nous différencie par rapport aux autres forces démocratiques. Quand je dis nous, je parle du MLC et du Front pour le respect de la Constitution. Alors, alternance démocratique sans les élections, c'est pas possible. Fidel Babala, vous le savez, le MLC a fait partie des discussions à la Senco. Aujourd'hui, Fidel Babala, est-ce que pour décider du fait que les élections soient organisées en 2017, vous avez pu consulter les experts comme on l'a vu justement aux discussions de l'EUA? Est-ce que les experts en question électorale ont pris part à ces discussions pour vous préciser, pour vous donner les différentes données justement qui pourrait justement appuyer cet article qui demande à ce que les élections soient organisées en 2017. Madame, en faisant même abstraction des avis des experts, la loi fondamentale de notre pays exige qu'il y ait une respiration périodique de la démocratie par l'organisation des élections. Ce qui n'a jamais été fait depuis 2011. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais nous avons tous suivi les experts de l'OIF, de l'ONU sur le sujet. Nous avons eu, en tant que MLC, en tant que front, de séminaires avec les experts de l'ONU et de l'OIF. Les données, nous les connaissons. Nous les connaissons. La réalité est que ce qui a été exposé au niveau de la cité le dialogue de la cité de l'Union africaine, ce n'est pas peine perdue. Ce sont des données réelles. Et au niveau de la Senco, chaque groupe en tient compte pour déterminer sa position. Je pense que ce sont des questions techniques qui peuvent être abordées à tout moment et tout le monde est censé avoir une connaissance pointue de cette question. On ne fait pas un parti politique comme on fait un club de football ou je ne sais pas quoi. Il faut avoir des données et avoir des experts, nous en avons ici. Alors, vous en avez, Fidel Babala, sincèrement, les gens sont en train de vous suivre. Honnêtement, pensez-vous que c'est possible d'organiser les élections en 2017? Il faut le faire. Il faut le faire. C'est possible ou il faut le faire? Il faut le faire. La nuance, est-ce possible? Ça reste possible et on doit pouvoir y arriver. Il faut mettre les moyens et la volonté politique. Les moyens, jusqu'à maintenant, on nous a parlé de 1,8 milliard de la CNI. Mais ce n'est pas un chiffre qui est figé comme une photographie. C'est un chiffre qui devait tenir compte de tous les décaissements de l'État depuis 2011. Est-ce qu'on a déjà fait le point là-dessus? Je ne pense pas. Et on est en train de ressasser les chiffres de 1,8 milliard. Qu'est-ce qui a déjà été libéré pour la CENI? Sur base de quoi fonctionne-t-il jusqu'à maintenant? Vous êtes sans savoir qu'il y a des opérations électorales qui se poursuivent. Combien a été décaissé? Pourquoi faire? Mais nous apprenons de manière tout à fait circonstanciée qu'il y a un problème d'opacité au niveau de la gestion à la CENI. Et on nous apprend que le vice-président de la CENI... De recrutement des candidats. Le vice-président de la CENI s'illustre par la confiscation de pouvoir des autres. On parle de Nanga. Nanga n'est pas le Deus ex machina
de la CENI. Il y a Quantitima qui fait tout le boulot. Le déficit logistique que nous avons constaté lors des opérations d'enrôlement au niveau de provinces qui ont déjà eu à bénéficier de ces enrôlements vient essentiellement de l'opacité de la gestion. Ça s'est traduit en termes de contrats de fourniture. De carburant notamment. Et du reste. Ça s'est traduit aussi en termes d'opacité dans le recrutement des agents dans les centres d'inscription. L'opération ne peut pas aussi être aussi assez, parfaite, Monsieur Fidel Babala. Il y a toujours eu des contraintes, il y a toujours eu de quoi Madame, dans toute œuvre. Il s'agit de l'argent public. Premier élément. Deuxième élément, il y a des textes organiques de la CENI. Au-delà des textes organiques, il y a la loi sur la passation des marchés publics, parce qu'il s'agit des marchés publics. En vertu de quoi M. Quantitima donne le marché de carburant à ses amis, qui sont par ailleurs incapables de couvrir la province de l'Équateur, par exemple, en carburant. C'est ce que nous avons constaté en termes de manquement. Si on n'est pas capable, si on bénéficie d'un marché à gré, du fait que vous avez des relations avec les vice-présidents, en vertu de quelle attribution par ailleurs, ces vice-présidents s'accaparent de ces marchés. Si ces vice-présidents donnent à ses amis, donnent à son épouse, je dis bien à son épouse, le marché pour l'approvisionnement de la CENI. Si les mêmes vice-présidents donnent à la questeur qui est par ailleurs issue du MLC, avec ses bateaux, de manière tout à fait illégale, de pouvoir convoyer les effets de la CENI à l'intérieur. Vous avez assez d'éléments, Fidel Babala. J'ai assez d'éléments, on va y aller. Nous allons demander un audit à mi-parcours. Si les discussions à la CENCO reprennent, nous allons faire en sorte que ce soit inscrit, qu'il y ait un audit de la CENI à mi-parcours. Pas seulement sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Il est inadmissible que la cartographie, par exemple, qui devait être, c'est une obligation pour la CENI de pouvoir la publier, de la rendre accessible partout. Mais là où on a déjà commencé les opérations électorales, la cartographie n'a jamais été publiée de manière erga omnes, comme on dit, que tout le monde soit au courant. Il y a des amis politiques qui en bénéficient. Ça, c'est la gestion du bureau de la CENI. On doit y revenir. Le recrutement des agents de la CENI s'est fait sur une base partisane, alors que la loi prescrit un concours. Mais même si ils font semblant de faire les concours, mais c'est plus des amis, des enfants des amis qui sont enrôlés. Fidel Babala, le tout se résume par un manque de volonté, manque de volonté politique, justement. Bon, selon votre exposé, en tout cas, même de la CENI, vous accusez aussi la CENI. Et aujourd'hui, que faut-il faire? Madame, je vais illustrer ma réponse par des chiffres. Allez-y. Monsieur Dubangui, il était prévu en 2017 qu'on puisse enrôler 1 360 000 et quelques. Jusque-là, 680 000 enrôlés. Moyenne, 50%. La raison, c'est quoi? Les cartes d'électeurs ne sont pas disponibles. Il y a 50 bureaux qu'on ne sait pas localiser parce que absence de publication de la cartographie. Il n'y a pas de carburant dans certains coins. Comment voulez-vous qu'on puisse, puisque dans notre pays, on sait que nous avons un déficit d'électricité, il faut un carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes. La CENI ne les livre pas. Tout ça dépend de moyens aussi. Tout ça dépend de moyens aussi. Le budget madame, qui n'a pas été réuni, mobilisé, pour permettre à ce que la CENI puisse faire correctement son travail. Madame, je suis d'accord. Mais quand le vice-président voyage avec des frais d'émission de 200 000 $, on va me dire qu'il manquerait 1 000 $ pour acheter du carburant pour 50 bureaux à Guémena. C'est pour cela que j'ai dit que si on n'arrive pas à inscrire ces points au niveau des discussions à la CENCO, dans le point qui accompagne l'arrangement particulier, je me chargerai avec le MLC de pouvoir demander un audit à la rentrée parlementaire. On doit auditer à mi-parcours ces bureaux et faire en sorte que les gens soient punis. Pour aboutir à quoi? Il y a eu plusieurs audits au sein de l'Assemblée nationale, on le sait très bien, des motions n'en parlons pas, mais pour quel aboutissement, Fidel Babala? L'aboutissement, vous savez, il y a une pratique qui était quasiment généralisée, j'espère que les gens en ont fini avec ça, de pouvoir monnayer des motions.
Je ne pense pas que je suis parmi les gens qui seraient sur la liste des gens qui ont été stipendiés par le pouvoir, parce qu'aujourd'hui nous avons une chance. Les gens qui corrompaient quand ils étaient au pouvoir font tous partie du G7. Maintenant ils ont la liste des gens qui ont été corrompus. Hein, mais je voudrais ça n'engage que vous, fidèle. J'assume, madame, tout en passant. Je voudrais mettre tout mon poids sur cet audit, monsieur Kantintima, madame Micheline Billet. On va auditer tous les bureaux, qui nous démontre que tout ce qui a été fait en vertu de la loi. Si cela n'a pas été le cas, je ferai en sorte qu'il y ait une saisine des tribunaux pour pouvoir, enfin dans ces pays, sanctionner des gens qui prennent des libertés avec le trésor public. Si cela n'est pas fait, je suis prêt même à porter plainte moi-même. Évidemment, à l'issue d'un audit. Alors, parce que cette fois-ci, on ne va pas courir les risques qu'on ait des élections aussi mal fagotées qu'en 2011. Il faut donner la chance à ces pays d'avoir des élections apaisées. Et la seule façon de le faire, c'est que tout le monde observe la loi, qu'il y ait une transparence dans la gestion, en plus de la volonté politique. On va y veiller. Transparence dans la gestion, c'est aussi votre participation, justement, peut-être au gouvernement, au prochain gouvernement de la transition, peut-être au bureau du comité de suivi de l'application de l'accord, pour que vous puissiez justement regarder de près, observer de près la marche de la Commission électorale nationale indépendante. Fidèle Babala, aujourd'hui, quel est le rôle du MLC? Parce qu'on voit le MLC assez absent, justement, dans les discussions, pas seulement dans les discussions, mais lorsqu'il s'agit de partage du pouvoir, on ne parle pas MLC. Le MLC est un peu écarté, Monsieur Babala. Quel est le rôle du MLC, justement, dans la prochaine transition? Madame, avant quel serait le rôle de répondre MLC, précisément à votre question, j'aimerais vous rappeler que toutes les personnes, toutes les plateformes, tous les partis qui discutent à la Cinco, aucun d'eux n'a gagné la guerre, aucun d'eux n'a gagné les élections. C'est-à-dire que notre constitution prévoit que l'accession au pouvoir ne peut se faire que par les élections. Ce qui est en train de se faire là, même si c'est contraint par un certain nombre d'impondérables, c'est illégal et anticonstitutionnel. Nous défendrons la Constitution. C'est l'une des raisons pour lesquelles le MLC a refusé, je le répète aujourd'hui, pour que ce soit compréhensible par les uns et les autres. Le MLC ne prendrait pas part au partage du gâteau. Parce que le MLC considère qu'on ne doit accéder au pouvoir que par les élections. L'objectif étant les élections, ce n'est pas le partage du pouvoir. Le MLC va croiser le bras, attendre à ce que... Si vous permettez que je termine, vous aurez la réponse. Allez-y. Y compris l'UDPS, ni les pouvoirs, personne n'a gagné les élections. Allez-y. Ok. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir obtenir des élections. Nous nous battons pour les élections. Vous avez suivi pendant toute l'année ici, tout le monde disait carton jaune, carton rouge. Qui a sorti le carton rouge? Ça ne s'est pas sorti. Quand on voudrait faire quelque chose... C'était une stratégie mise en place pendant que le MLC dormait, criait, mais l'UDPS, le rassemblement notamment, est allé avec des stratégies, carton rouge, et puis voilà, Monsieur Babala, que ça réussisse ou que ça échoue. Eux au moins ont essayé, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça la question. À part dénoncer, à part faire des déclarations, Fidèle Babala. Quand nous avons fait en 2015 les manifestations, quand nous étions avec la dynamique, les rassemblements étaient où? N'étaient pas là. Ok. Nous avons fait ça, et chacun à son tour a ses stratégies. Mais ça permet aux uns et aux autres de pouvoir évaluer à un moment donné. Les cartons rouges qu'il a sortis finalement le 15 décembre, personne. Les cartons rouges est passé au vert. Quand on n'est pas capable de pouvoir arriver à quelque chose de concret, on n'essaye pas. Qui est comptable aujourd'hui de tout ce qu'il y a eu comme pertes en vie humaine? C'est passé par perte et profit. Qui connaît le nom des gens qui sont morts? Qui connaît leur visage? Personne. Moi, dans ma circonscription, il y a eu des morts. Qui les connaît? Qui a rendu hommage? Ça, c'est la question importante. C'est pour cela que nous, au MLC, nous disons que l'objectif, c'est les élections. Ce n'est pas la participation au gouvernement. Mais les élections, par quel moyen? Allez-y. Nous allons mettre toute notre énergie et notre poids politique au niveau du Conseil national de suivi des accords pour assurer,
la bonne tenue des élections à la date conventionnelle, parce qu'il s'agit d'une convention, d'un compromis politique. On doit faire en sorte qu'en décembre, au plus tard décembre, qu'il y ait des élections, et c'est possible techniquement. Alors, puisque la CENI prévoit de pouvoir terminer les opérations d'enrôlement fin avril. Et que le fichier sera purgé au plus tard le 31 juillet. C'est ce que nous demandons aujourd'hui à la CENI, de publier un calendrier électoral, de publier la cartographie afin que nul ignore où se trouve le bureau de vote. Une parenthèse, apparemment le MLC reste le seul aujourd'hui à pouvoir demander l'élection, parce que plusieurs personnes ne parlent plus des élections. Les élections sont oubliées aujourd'hui. C'était juste une parenthèse. Fidel Babala, vous avez dit que vous allez participer justement au Conseil national de suivi de l'application de l'accord. Ce poste a été réservé pour le président du conseil de la commission, du conseil de sages du rassemblement. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est parti. Qui doit succéder à Etienne Tshisekedi pour justement assumer ces responsabilités-là, Monsieur Babala, qui mérite vraiment, selon vous, pour que les choses puissent aller vraiment dans le sens où le président Etienne Tshisekedi aurait voulu que ça aille? Madame, je ne suis pas le maître d'école pour donner des points qui méritent, qui ne méritent pas. Dans votre question, il y a deux réponses possibles. Il y a d'abord la question de la succession du président Etienne Tshisekedi au rassemblement. Ça ne vous engage pas. C'est interne. Quand je regarde le texte de l'accord du 31, on dit que le poste de président du Conseil national de suivi des accords est réservé au président du comité des sages du rassemblement. On n'avait pas cité Etienne Tshisekedi. Ça, c'est les textes. Mais toutes les personnes, il y a, dans toute chose, il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Dans les discussions qui ont amené à cette incise-là dans l'accord du 31, tous avaient convenu de manière tout à fait unanime qu'on réservait cela non pas au rassemblement, mais à la personne du président Tshisekedi. Mais le wording de l'accord a fait qu'il aurait été tout à fait inconvenant dans un accord à portée générale de pouvoir mettre le nom d'une personne. C'est pour ça qu'on a mis son titre. Mais maintenant que le président Tshisekedi, paix à son âme, qui repose en paix, la question se pose. Ça a été attribué in tutu personae à Tshisekedi. Pas à n'importe quel président du comité des sages. Là, vous parlez de l'esprit de la lettre. La question, madame... Maintenant, les textes sont clairs, M. Babala. Le président du conseil... L'arrangement particulier est en négociation, ce n'est pas encore fini. La question sera reposée. Très bien. Et le Front pour le respect de la Constitution a des ambitions légitimes de pouvoir diriger ce comité, ce conseil des sages. Tout simplement parce qu'on ne peut être juge et parti. Ça a été de tout temps notre argument. Nous allons reposer la question et revendiquer... Une question qui a été déjà réglée. Ça n'a pas été réglé. Selon même les évêques catholiques qui ont été reçus par le président de la République. Le président a dit clairement qu'il attend à ce qu'on puisse nommer le président du conseil de sages pour qu'il puisse prendre ce poste-là, vous le savez, et puis que le rassemblement envoie 3 noms, Monsieur Fidel Babala. C'est une question apparemment qui a été déjà réglée, que ça sera... le président du Conseil national, du Conseil de sages du rassemblement, qui devra assumer cette responsabilité. Madame, deux choses. Un, le président de la République n'est pas en discussion. Il a des délégués. Et deux, le président de la République n'a pas forcément raison. En ce qui concerne d'abord la question de 3 noms, c'est inscrit où? Dans l'accord du 31, on dit que les rassemblements présentent le Premier ministre au singulier. Si les délégués de la majorité ont failli à préciser, on ne doit pas faire de cela un sujet de blocage. Là, le président de la République n'a pas du tout raison. Deuxièmement... Il n'a pas raison, mais c'est lui qui nomme. Est-ce que la parole du président de la République, c'est la Bible? Nous allons contester, y compris la parole du président de la République. C'est lui le président de la République, M. Babala. C'est lui qui nomme. Il a dit clairement. Et alors? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et alors? Nous allons le contester. Nous allons le contester. Qui vous dit et pendant ce temps-là, les élections traînent encore. Qui vous dit que l'organisation des élections... Qui vous dit que, madame, que le président de la République détient la vérité cardinale? Il ne la détient pas du tout. Il s'est trompé à plusieurs reprises.
Là, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, je l'assume. Fidèle Babala. Je l'assume. Je réaffirme encore que la parole du chef de l'État n'est pas la loi. On a passé l'époque. Mais c'est lui qui nomme le Premier ministre. Il nommera en fonction des accords qui seraient souscrits par tout le monde. Mais cet accord, justement, ces points de l'accord se basent sur l'article 78 qui reconnaît au président de la République, justement, ce pouvoir-là de choisir dans la majorité parlementaire. C'est bien cela, la procédure, Monsieur Babala. Sommes-nous dans un contexte normal où on a organisé les élections, où le président de la République choisirait parmi les élus majoritaires un Premier ministre? Nous sommes dans ce cas de figure. Si le président de la République avait organisé les élections, on ne serait pas là. Maintenant, on est dans un autre contexte où il ne lui appartient pas, il n'a pas un pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir qu'il tient vient de l'accord. C'est un président amoindri. Amoindri, tout simplement parce que là, on est en dehors de la Constitution. Même la Constitution ne lui reconnaît pas des pouvoirs qui s'arrogent. Il a toujours bénéficié des premiers ministres faibles. Les évêques ont été clairs. Le président, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu qui viendra au travers des élections. Bien évidemment, les évêques l'ont dit clairement et c'est inscrit dans l'accord. C'est selon la Constitution, monsieur Babala. Puis-je vous rappeler, madame, que les évêques, leur rôle, c'est les bons offices. C'est-à-dire que leur parole, c'est la parole de délégués de partis. Et ils n'ont pas un point de vue propre. C'est le point de vue majoritaire ou du consensus qui se dégage. Vous êtes politique, Fidèle Babala. Hier, vous avez suivi les évêques. Ils ont dit d'une manière indirecte que maintenant, la balle se trouve au camp du rassemblement. C'est au rassemblement de proposer 3 noms. C'est au rassemblement de nommer le président du Conseil de sages pour que les choses évoluent, pour qu'on puisse mettre en œuvre l'accord, monsieur Babala. Madame, j'ai donné un point de vue. La question du Premier ministre ne nous concerne pas. J'ai donné un point de vue en tant qu'individu, en disant tout simplement que le président de la République n'a pas raison en exigeant 3 noms, parce qu'on n'est pas dans le cas de figure de l'article 78 de la Constitution. On est dans un accord, un compromis politique. Et ce compromis, si ces gens avaient été avisés, ils auraient demandé 3 noms pour que le chef de l'État puisse choisir avec le pouvoir discrétionnaire que ses partisans lui reconnaissent. 3 noms, parmi les 3 noms, un Premier ministre. Mais dans l'accord, il est clairement stipulé que c'est le Premier ministre, pas au pluriel. S'il a sanctionné, il doit sanctionner les gens de son côté. On n'est pas dans le même contexte. Mais même si on n'est pas dans le même contexte, mais cet article a été cité. Cet article a été cité, Fidèle Babala. C'est pas le même contexte. Mais l'article a été cité quand même. L'article a été cité dans ce point-là. Le Premier ministre sera issu du rassemblement selon l'article 78 de la Constitution. L'article a été cité. Est-ce que l'article dit qu'il faut 3 candidats? Il faut 3 noms? Allons-y. Si vous l'avez, sortez l'article. Répondez à votre propre question. Je vous dis, puisque vous persistez à croire qu'il faut 3 noms, je vous dis que le chef de l'État n'a pas raison. Puisque c'est lui qui nomme Fidèle Babala. Les abbés n'ont pas raison. C'est un débat qui ne me concerne pas, mais à titre tout à fait académique, je vous dis que le rassemblement a raison de pouvoir donner un seul nom, puisqu'il est inscrit au singulier que le Premier ministre sera issu. On n'a pas parlé des candidats Premier ministre, on a parlé le Premier ministre. Ça voudrait dire quoi? Le rassemblement devra donner un nom, suivant leur procédure interne. Ça ne me concerne pas. Et la question ne me concerne pas, je ne voudrais pas non plus perdre du temps là-dessus. Ça concerne les gens qui vont aller partager les pouvoirs. Ils feront tous partie d'une majorité présidentielle recomposée. Nous ne sommes pas là-dedans. C'est clair et net. Fidèle Babala, vous avez dit que c'est le rassemblement qui a raison, mais je voudrais que vous puissiez faire preuve un peu de pragmatisme en votre qualité d'averti politique, Fidèle Babala. Le rassemblement a raison ou le rassemblement a tort, Joseph Kabila a raison ou il a tort, mais c'est Joseph Kabila aujourd'hui qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui nomme par ordonnance présidentielle, c'est lui qui a la signature, et lui qui a la signature dit qu'il faut 3 noms. Fidèle Babala, pour gagner du temps, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais qu'il les fasse inscrire dans l'accord. Très bien. Qu'il les fasse inscrire dans l'accord. Puisque nous ne sommes plus dans le contexte de l'article 78. N'ayant pas organisé les élections, le président de la République a perdu toute légitimité constitutionnelle. Sa légitimité actuelle provient de compromis politiques.
Donc, il doit appliquer... Ça veut dire quoi, là? Vous êtes en train de me dire que les chefs de l'État seraient de mauvaise foi pour appliquer l'accord. Donc, cet article de l'accord devait être revu. Allez-y, allez-y. Si vous permettez, je termine. Allez-y. Donc, il y a un soupçon de mauvaise foi dans les chefs du chef de l'État. En vertu de quoi il dirait qu'il faut 3 noms? Qui lui donne cette prérogative-là d'exiger 3 noms? L'article 78? Il n'avait qu'à appliquer pour organiser les élections. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on en serait là? Il ne faut pas créer des blocages pour le blocage. Le pays a besoin de paix. Nous sommes en train de vivre une crise financière énorme. On va y arriver, Fidel Babala. Une crise sociale énorme. Fidel Babala, on va y arriver. Est-ce que nous allons perdre du temps? Je ne sais pas si on reste avec combien de temps là-bas. On va y arriver. Fidel Babala, vous venez de dire que le président Kabila a perdu sa légitimité. Et aujourd'hui, il est là sur base d'un accord. C'est ce que vous venez de dire. Évidemment, mais aujourd'hui, c'est quand même lui. C'est personne d'autre qui peut nommer de Premier ministre. Je reviens à ma question. Il est l'unique qui peut nommer le Premier ministre. Absolument. Alors cette unique personne dit qu'il faudrait 3 noms. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? En vertu de quel texte il dirait 3 noms? En vertu de quel texte, donc, madame? si lui il persiste, le rassemblement persiste, qu'est-ce qui va arriver? Le blocage va continuer à persister. Ça sera quoi la suite? Je ne voudrais pas perdre mon temps sur ça. C'est une question que vous allez poser. Et Sami Badi Banga qui est là aussi sur base d'un accord, il ne faudrait pas oublier. Vous allez poser cette question aux gens du pouvoir et aux gens des rassemblements. Ainsi, me concerne, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. S'ils vont se triper les chignons, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que le pays puisse avancer. D'ici le 15 mars, il faut qu'on ait un gouvernement responsable. Tout simplement parce que les finances du pays sont mal. Le social de Congolais, c'est mal barré. La sécurité, vous êtes en train de suivre des échauffourées à gauche et à droite. Il faut arriver dans ces pays à donner une chance à avoir une alternance démocratique, pacifique, la première dans notre pays. Fidel Babala, on revient à ce que vous venez de dire, quelque chose de très très important. Vous avez dit qu'il faudrait revoir cet article-là de l'accord pour qu'on puisse préciser qu'il faudra 3 noms. C'est bien cela si le président de la République persistait. Le président de la République... Est-ce que cet article-là pouvait être revu pendant les arrangements particuliers, par exemple, pour que tout soit clair? Le parallélisme des formes voudrait dire que tout ce qui a été fait par l'homme peut être défait par l'homme. Okay? Il faut mettre un certain formalisme. On a dit qu'il faut un consensus au niveau de discussion de la CENCO. Si c'est ça le mode de décision, allons-y. Si tout le monde est d'accord, étant donné que nous ne sommes pas concernés par les débats sur le gouvernement, parce que nous ne sommes pas partie prenante, considérant que personne n'a gagné les élections, que toute autre considération, ce serait un partage du gâteau, alors que l'objectif, c'est d'aller aux élections. Si les uns et les autres considèrent qu'il est utile pour aller aux élections de faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas le cas du MLC et du Front. Donc, si on doit pouvoir le faire, c'est à eux de le faire. Alors, en tout cas, je voudrais, s'il vous plaît, madame, ne plus perdre mon temps à parler d'une histoire sur laquelle je n'ai aucun intérêt direct. Alors, si ce n'est un intérêt national. L'UDPS a conditionné la venue de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi par d'abord le changement du gouvernement. Le secrétaire national chargé des questions diplomatiques, Félix Tshisekedi, l'a dit clairement que la dépouille ne peut pas arriver pendant que Sami Badi Banga est Premier ministre avec ce gouvernement. Monsieur Fidel Babala, quelle est votre analyse là-dessus? Non, je ne voudrais pas m'étendre sur cette question. Je ne pense pas qu'on puisse rabaisser le niveau du président Tshisekedi à la présence ou à la non-présence du Premier ministre Badi Banga. Ça n'en vaut pas le coup, ça n'en vaut pas la peine. Tshisekedi mérite un hommage de toute la nation, un hommage digne. J'inviterai les uns et les autres à pouvoir avoir en tête que c'est un monsieur, un grand monsieur que le pays a perdu. Il faut que ces obsèques soient dignes. Je m'arrêterai là, je ne répondrai plus à aucune question sur le sujet de Tshisekedi. Alors, Fidel Babala, on va parler de la situation économique et sociale au pays aujourd'hui qui est presque chaotique. Il n'y a pas d'argent. Le carburant
va bientôt augmenter selon nos sources, Monsieur Babala. Aujourd'hui, pensez-vous que cette situation économique est liée à quoi exactement, avec le budget, le budget qui a été évalué à 4 milliards, si je ne me trompe pas, que le Premier ministre Matata Ponyo a laissé. Pensez-vous que le tout est lié à ça? Non, je crois que c'est lié, effectivement, madame, vous avez raison. Quand vous posez la question en ces termes, tout ceci, c'est la résultante de la gouvernance chaotique du pire Premier ministre que nous avons eu dans ces pays. J'ai cité M. Matata. Je ne sais pas s'il s'appelle Augustin ou Auguste, mais M. Matata. M. Matata a géré pire qu'un ligablo ces pays. À son départ, le fameux cadre macroéconomique a implosé. Tout simplement parce qu'aucune règle de gestion n'a été observée. Savez-vous que le compte général du Trésor, qui était censé être unique, a été démultiplié? En mettant dans des banques où il y a des frères et sœurs, en donnant à son épouse des marchés d'assainissement, en faisant du gré à gré. Est-ce que vous avez vu des appels d'offres dans ces pays? J'ai vu il y a quelques temps ici, dans les réseaux sociaux, un complexe hospitalier et d'école à Kindu, dans le Maniema. M. Augustin Matata a-t-il hérité de ses parents pour avoir autant de moyens de pouvoir le faire? Qui a audité la gestion de M. Matata? On trouverait énormément de cadavres. Mais si ce n'est pas fait aujourd'hui, le détournement des deniers publics, il faut 30 ans de prescription. On suivra ces messieurs-là, qui par ailleurs s'est arrangé en sortant, comme prime à la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, de pouvoir prendre les régies financières en otage, avec l'accord du président de la République. Donc, selon vous, la crise économique que traverse le pays aujourd'hui est due à cela? Elle est sérieuse, madame. Au-delà de la crise des matières premières, on dit gouverner, c'est prévoir. Pendant 5 ans, on nous a ressassé des chiffres de croissance. Mais la croissance était tirée par quoi? Par les mines. Mais les fruits de la croissance, vous les voyez où? Qu'est-ce qui a été transformé pendant les 5 ans de la gestion du Premier ministre Matata? Quel est le pan de l'économie qui a eu une valeur, une plus-value, une valeur ajoutée? Il n'y en a pas eu. Il y a eu un essai de la diversification de l'économie, notamment par l'agro-industriel, le parc agro-industriel. Mais c'est une vaste escroquerie, madame. C'est une vaste escroquerie. Je vous inviterai en tant que journaliste d'investigation à pouvoir voir le contexte de création de cette histoire qui, d'après les chiffres officiels qui nous ont été ressassés, ça coûtait plus de 125 millions de dollars. Qu'est-ce qui ne coûtait pas plusieurs millions de dollars ici? Même les avions d'occasion qu'on a achetés à Congo Airways, ça coûtait autant. Le hangar en préfabriqué que nous avons en Djili, ça coûtait plus de 50 millions. L'immeuble intelligent, plus de 50 millions. Ils sont sérieux. Où est-ce que vous avez vu l'appel d'offres pour pouvoir comparer les prix? Est-ce qu'il n'y a pas eu des avantages cachés là-dessus? Il faut un audit. Les torts de notre République sous le régime Kabila, c'est qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un. Même s'il y a des preuves évidentes de manigance, de liberté par rapport à la gestion des finances publiques, on n'arrête personne. C'est une liberté, une licence à pouvoir piller l'État. C'est ce à quoi nous assistons. Vous avez vu les effets. Les élèves sont étaient en train de manifester, dispersés par la police, au lieu de que la police les encadre. Tout simplement parce que des gens qui se sont servis aux mamelles de l'État s'arrangent de prendre des parcelles n'importe où, des terrains n'importe où, même les écoles. C'est là au vu de tout le monde, y compris du procureur général de la République, dont la mission est justement de poursuivre ce genre de liberté de contravention à la loi. On n'a vu personne. On n'a vu personne. Alors, les discussions entre les opérateurs économiques sont en cours et le gouvernement, pour une probabilité de la hausse du carburant, du prix du carburant, Monsieur Fidel Babala, pensez-vous vraiment que c'est le moment de procéder à cela? Madame, d'abord, pour que le gouvernement puisse décider, je vous rappelle que le gouvernement ne prend une décision qu'à travers le Conseil des ministres.
est-ce que depuis décembre, depuis que le gouvernement du Premier ministre Sami Badi Bangela, vous avez vu une réunion du Conseil des ministres? Il n'y en a pas. Donc le prix du carburant, finalement, pourrait être relevé, devra, tout simplement par l'action conjointe du ministre de l'économie et du ministre des hydrocarbures. Vous avez déjà vu les prémices. À partir de 16 h, il n'y a plus de carburant dans les stations. Ça veut dire qu'il y a une crise, il y a un problème. Ils vont peut-être rogner, puisque le stock stratégique, qui est une ligne qui est inscrite dans la structure des prix des produits pétroliers, est géré de manière tout à fait erratique. Là aussi, il faudra qu'il y ait une enquête là-dessus. Puisque les gens utilisent cette ligne-là à tort et à raison pour des choses qui n'ont rien à voir avec les intérêts stratégiques du pays. Par ailleurs, les prix du carburant tels que nous importons dans ces pays n'est pas conforme à la réalité. En vertu de quoi les produits que nous consommons ici, les produits pétroliers, c'est la s'entend, seraient cotés en Europe du Nord. Puisque nos approvisionnements viennent de Limbé, au Cameroun, soit des ports gentils au Gabon, soit de la Côte d'Ivoire. En vertu de quoi les prix FOB est coté à partir de Rotterdam et d'Amsterdam. En vertu de quoi? Il y a quelque chose à pouvoir éclater là-dessus pour que les Congolais finalement